Merci, monsieur l'administrateur, merci, cher Thomas. Euh, L'administrateur ici vous a un petit peu raconté ce que j'allais vous dire d'une autre manière, mais hier, ma collègue Vinciane Pirène-Delforge me rappelait fort pertinemment qu'un mythe n'est fait que de l'ensemble de ses variantes. Donc c'est une autre variante du mythe d'Europe que je vais vous présenter, qui j'espère sera assez complémentaire de celle que vous présentez, Thomas Römer. Nous sommes en Phénicie, dans le sud de l'actuel Liban. Une jeune femme joue sur le rivage avec ses compagnes. Mais un taureau blanc, dans le troupeau voisin, montre un curieux comportement. Il s'approche d'elle avec douceur, se couche à ses pieds, se laisse caresser. Son souffle exhale le parfum délicat du safran. Ses cornes ont la forme d'un croissant de lune, et la jeune femme se plaît à les orner de guirlandes de fleurs. Puis, comme pour éprouver la docilité de l'animal, elle s'enhardit et, par simple jeu, prend place sur son dos. Les voici, tous deux, folâtrant sur le rivage parmi les jeunes filles, qui s'amusent de ce couple insolite formé par la bête et la princesse, car elle était princesse. Le taureau entre par degrés dans la mer, retourne un peu sur le rivage, il va, il vient, chaque fois pénétrant dans l'eau plus avant. Et quand la jeune fille s'aperçoit qu'il l'emporte loin de la côte, vers la haute mer, il est déjà trop tard. Elle s'agrippe aux cornes désespérément, de crainte de tomber dans les flots. Il ne la délivrera qu'une fois parvenu sur le rivage de la Crète. Ainsi va l'histoire de l'enlèvement d'Europe, de son rapt, de son viol, telle que la racontent avec force détail Hésiode, Bacchylides, puis Horace et Ovide avec quelques variantes, et telle que la rappela ici même, il y a une quinzaine de jours, Albert Manguel, lors de sa leçon inaugurale, et Thomas Römer à l'instant. Le taureau, c'est Zeus. Zeus, évidemment, embarqué dans l'une de ses innombrables aventures amoureuses avec une mortelle. Et de son union avec Europe naquirent 3 fils, Minos, Rhadamante et Sarpédon. Devenus adultes, tous 3 se disputèrent l'amour d'un garçon et se séparèrent. Minos régna sur la Crète en succession de son père adoptif Astérios, et sa femme, Pasiphaë, répéta l'histoire de sa belle-mère sur un mode non plus divin, mais monstrueux. Fécondée par un taureau, elle enfanta le Minotaure. Rhadamante partit pour la Béotie, épousa Alcmène, veuve d'Amphitryon et mère du jeune Héraclès, dont il fit l'éducation, et il régna aussi, semble-t-il, quoique ce soit un peu contradictoire d'un point de vue géographique, il régna sur les îles de la mer Égée. Quant à Sarpédon, il s'enfuit avec le jeune homme objet du litige, nommé Milétos, et fonda avec lui en Asie mineure la ville de Milet. C'est ce même Sarpédon, ou son petit-fils, selon Homère, qui mourut sous les murailles de Troie, tué par Patrocle, causant ainsi le désespoir de son père Zeus. Il faudrait dire aussi comment les frères d'Europe reçurent pour mission de leur père, Agénor, de partir à la recherche de leur sœur disparue et de ne pas revenir avant de l'avoir trouvée. Aucun ne revint. Phénix fonda la ville de Sidon et donna son nom à la Phénicie. Cilix donna le sien à la Cilicie, en Anatolie. Quant à Cadmos partit avec sa mère, Téléphassa, et pour obéir à l'oracle de Delphes, se laissa guider par une vache portant le signe de la lune, le 3e bovidé de cette histoire, si vous avez bien compté. Il se laissa guider jusqu'à l'emplacement d'une ville qu'il devait fonder. Ce fut la cité de Thèbes. On attribuait à Cadmos l'introduction en Grèce de l'alphabet phénicien, d'où dérive en effet l'alphabet grec, puis le nôtre, l'alphabet latin. La légende d'Europe, on le voit, relève des grands mythes de fondation de civilisation, des mythes de fondation des cités. La mythographie grecque est divisée en strates chronologiques, dont nous avons aujourd'hui le plus souvent perdu le sentiment. Les récits modernes ont tendance à tout confondre. Les 12 travaux d'Héraclès semblent contemporains du meurtre d'Agamemnon, et les catalogues de tragédies font voisiner les Danaïdes avec Antigone. Or, les anciens avaient eux-mêmes une conscience assez précise de la différence des époques et des rapports de synchronie entre les arbres généalogiques des grandes familles de la Grèce. Ainsi, l'enlèvement d'Europe se produit-il 3 ou 4 générations avant la guerre de Troie. Par rapport au mythe d'Europe,
Ce que raconte l'Iliade, c'est déjà, en quelque sorte, les temps modernes, quand les cités sont constituées depuis longtemps. Avant de quitter Europe pour de nouvelles aventures, Zeus lui fit don, par mesure de protection, d'une immense créature de bronze, forgée par Héphaïstos, dénommée Talos, une sorte de golem ou de robot avant la lettre qui faisait le tour de la Crète 3 fois par jour et jetait des rochers sur tout navire prétendant débarquer. Si Europe avait pu trouver refuge sur l'île, voici maintenant qu'elle empêchait tout étranger après elle de faire de même. Toute coïncidence avec les événements contemporains n'est pas de nature purement fortuite, car Talos est aujourd'hui le nom de baptême d'innombrables projets technologiques de défense des frontières par des lasers et autres systèmes de cybersécurité, et Talos désigne aussi parfois des groupements de défense idéologique de la culture européenne. Ces coïncidences ou ces survivances, au sens d'Abby Warburg, peuvent inquiéter ou faire sourire, au choix. Elles montrent que les mythes grecs survivent encore aujourd'hui, ou du moins qu'ils sont utiles, instrumentalisés, diraient certains, servant à faire vivre, sinon à inspirer des réalités contemporaines, des craintes, des espoirs. Pour autant, si frappantes qu'elles soient, de telles coïncidences ne doivent pas masquer la question fondamentale que j'ai ici, jusqu'à présent, soigneusement éludée, mais qui ne laissait pas de tarauder les anciens. La voici cette question, formulée brutalement. Europe a-t-elle inventé l'Europe? Autrement dit, est-ce la princesse Europe qui offrit son nom à ce continent que les Grecs déjà appelaient aussi l'Europe? Rien n'est moins sûr. L'historien Hérodote exprime à ce sujet les plus grandes réserves. À ses yeux, le lien entre la princesse Europe et le continent était de pure coïncidence. Selon certaines versions du mythe, Europe accompagna son fils Sarpédon jusqu'en Asie mineure. Elle aurait donc régné en Crète, serait allée jusque sur l'actuelle côte turque, mais, fait paradoxal, n'aurait jamais mis les pieds sur le continent qui porte son nom. L'espace nommé Europe, en revanche, était fort bien défini. Pour Hérodote, ici encore, la chose est claire, et elle l'était déjà pour son prédécesseur Hécatée de Milet. L'Europe est une des 3 parties du monde avec la Libye et l'Asie. Europe désigne toutes les terres au nord de la Méditerranée et même au nord de l'Asie. Les seuls doutes d'Hérodote portent sur les limites exactes entre l'Asie et l'Europe. Ce sont des doutes qui sont encore à certains égards les nôtres. Et les doutes d'Hérodote portent aussi sur la question de savoir si l'Europe est entourée d'eau de toutes parts, et en particulier au nord. Et là-dessus, nous sommes un peu mieux renseignés qu'Hérodote. La première mention géographique de l'Europe, Thomas Römer le rappelait tout à l'heure, figure dans l'hymne homérique à Apollon, au VIe siècle avant notre ère. Le mot semble alors désigner toute la large bande de terre au nord du Péloponnèse et des îles, tout ce qui est au nord de la Grèce actuelle. Je ne dis pas large bande par hasard. Une étymologie possible du nom d'Europe, celle que les Grecs entendaient sans doute eux-mêmes spontanément, serait la conjonction du radical euru, large, et du suffixe op, la vue. Europe serait ainsi soit la princesse aux larges yeux, soit le large continent qu'on voit au loin, depuis le sud. Mais cette étymologie pose des problèmes aux linguistes. Selon une autre étymologie, nous avons pléthore d'étymologies, il s'agirait d'un vieil adjectif signifiant sombre, obscur, dont on connaît chez Homère le composé négatif neurops, qui signifie éblouissant. On pourrait alors rapprocher Europe de l'éreb acadien ou hébreu désignant le coucher du soleil, le soir ou l'Occident. Et dans la même langue acadienne, le verbe atsaou désigne la sortie ou le lever du soleil, d'où dériverait peut-être le nom même de l'Asie. Dans ces conditions, que 2 des fils d'Europe aient été juges aux enfers dans l'éreb obscur
Voilà qui ne serait peut-être pas tout à fait un hasard. Toutes ces spéculations étymologiques sont toutefois bien incertaines. Les historiens des religions viennent ajouter leurs propres hypothèses. Se fondant sur un passage de Pausanias, ils voient en Europe un autre nom de Déméter, accompagné de son bovidé, indispensable aux travaux agricoles. Europe et Déméter ne seraient ainsi que des variations sur l'hypothétique grande déesse égéenne, la déesse Terre, et l'union avec Zeus représenterait naturellement une hiérogamie ou la conjonction sacrée de la terre et du ciel. Quelle certitude tirer de tant d'incertitude? Peut-être celle-ci, qu'à la différence d'autres noms qui, au cours de l'histoire, désignèrent peu ou prou le continent européen comme une totalité culturelle, politique ou religieuse, à la différence en particulier du mot de chrétienté en usage au Moyen Âge, le mot d'Europe ne désigne pas une qualité absolue de ce continent ou de ceux qui y habitent. Il ne représente que des vertus relatives. L'Europe n'est pas un espace prédéfini, mais une simple direction, un mouvement, le mouvement d'un regard qui voit large, la direction dans laquelle va une princesse sur son taureau, puisqu'elle-même ne posera jamais les pieds sur le continent. C'est un nom qui désigne une relation essentielle de secondarité. L'Europe est vue d'ailleurs, depuis le sud. C'est une Phénicienne qui lui donne son nom. On retrouve ainsi la définition de l'Europe formulée par Rémi Brague comme une appropriation perpétuelle de l'étranger, comme une infériorité par rapport à une source toujours extérieure. Les limites de l'Europe sont floues, à la différence de l'Afrique ou de l'Amérique. C'est un nom qui, à l'inverse d'Occident, ne s'oppose pas au reste du monde. Et c'est un nom qui met la Méditerranée au centre. C'est le nom d'une côte sur laquelle on peut aborder. D'autres noms eussent été possibles en fonction des points de vue. Partons à l'opposé de la Phénicie et de l'Afrique. Snorri Sturluson, un érudit islandais à la charnière du XIIe et du XIIIe siècle, proposait comme nom alternatif de l'Europe Enea, c'est-à-dire le continent des descendants d'Énée. Et d'autres textes islandais des XIIIe et XIVe siècles nomment l'Europe Norðhalfa, c'est-à-dire le continent du Nord. Et je dois ces références au professeur Tulinius, qui donnera ici même, en novembre, 4 conférences sur les sagas islandaises. En s'inspirant d'un vase grec du musée du Louvre, la Banque centrale européenne a choisi, quant à elle, pour sa seconde série de billets de banque, celle de 2013, de se référer explicitement à la princesse phénicienne. Le portrait d'Europe est dans toutes nos poches. Ce choix n'a rien d'anodin. Le crédit que nous donnons à la monnaie européenne s'appuie ainsi sur un autre crédit, celui que nous accordons à un mythe fondateur et à la tradition culturelle qui l'accompagne. Paul Valéry fit la théorie de cette nécessité des mythes dans nos pratiques sociales. Au commencement était la fable. C'est une sorte de loi absolue que partout, en tout lieu, à toute période de la civilisation, dans toute croyance, au moyen de quelle discipline que ce soit et sous tous les rapports, le faux supporte le vrai. Le vrai se donne le faux pour ancêtre, pour cause, pour auteur, pour origine et pour fin, sans exception ni remède. Et le vrai engendre ce faux dont il exige d'être soi-même engendré. Toute antiquité, toute causalité, tout principe des choses sont inventions fabuleuses et obéissent aux lois simples. Que serions-nous donc sans le secours de ceux qui n'existent pas? Ce qui n'est pas, paradoxalement, pour dévaloriser le mythe d'Europe, mais au contraire pour confirmer la puissance symbolique qui lui est liée. Le mythe d'Europe est sans doute aussi indispensable à la réalité et à la vie de l'Europe que les nombres imaginaires le sont au calcul de la trajectoire d'une planète. Or, un mythe ne vaut que par ce que nous en faisons, que par le sens que nous lui donnons. Ce mythe, forgé ou reçu dans une Grèce qui, dans les temps archaïques, se sentait en vérité plutôt en marge du continent européen, les Grecs se pensaient sans doute plus proches des Égyptiens que des Scythes, par exemple. Ce mythe
est resté d'une expression finalement assez modeste, largement teintée d'érotisme, et d'un érotisme très patriarcal, en particulier chez les auteurs latins, il faut le dire, mais une expression dénuée de tout grandiose particulier. Et ce mythe n'a donné lieu à aucune épopée. S'il y a une Énéide, et s'il n'y eut pas d'Européide, dont toutefois l'Énéide peut à certains égards jouer le rôle, c'est que le sentiment de l'Europe, comme entité à la fois géographique, culturelle et politique, est chose relativement récente, essentiellement postérieure à l'âge de l'épopée. Et cette modestie, cette absence de triomphalisme est aussi la raison pour laquelle le mythe d'Europe, l'imaginaire de l'Europe, peut encore nous toucher, car ce mythe exalte moins l'ancrage et l'immobilité qu'un geste fondamental d'ouverture, de désir, de contact et de mouvement. Un geste dans lequel peuvent aujourd'hui se reconnaître les Européennes et les Européens et y reconnaître à la fois un élan initial, un projet et un espoir. Bienvenue au colloque Inventer l'Europe. Et je cède la parole à ma collègue Edith Heard, qui faisait partie aussi du comité d'organisation. Merci beaucoup. Donc voilà, quelques mots pour terminer cette introduction. Nous passons des mythes à la réalité d'aujourd'hui. Je voulais tout d'abord vous remercier tous d'être là. Et en particulier, je voulais dire un mot pour Samantha Besson, qui était vraiment la personne qui a animé, créé ce programme avec nous. Donc merci Samantha. C'est avec grand plaisir que nous vous accueillons pour une série de présentations et de discussions générales au croisement de différentes disciplines, mais avec l'Europe comme thème central, l'Europe des inventions, des réinventions. Aujourd'hui, nous discuterons ensemble les différents arts, pratiques, techniques, politiques par lesquels l'Europe s'est inventée, comment les langues, la musique, la science et les créations politiques ont façonné notre présent et façonnent notre futur, aussi bien au sein de l'Union européenne qu'au niveau global. Nous parlerons aussi de futures innovations en termes d'intelligence artificielle, de batterie, de biologie, de physique et de recherche spatiale qui permettront à l'Europe de rester l'un des fleurons de la recherche et de l'innovation mondiale. Demain, nous évoquerons les relations que l'Europe a développées au cours de son existence avec ses voisins africains, russes, chinois et méditerranéens, ainsi que les grands défis socio-économiques qui nous touchent et auxquels nous devrons trouver des solutions. Ces discussions nous rappelleront que l'Europe est et a toujours été un projet mené à plusieurs qui s'efforce de se développer au-delà des frontières et des potentielles différences culturelles. Là où ces derniers mois ont poussé les États et les individus à un repli sur eux-mêmes, qui aurait pu mettre en évidence certaines limites du projet européen, nous avons assisté à un réel effort commun de se relever et d'aller de l'avant en un bloc uni. Le parallèle avec la recherche scientifique est évident. La science de qualité et l'innovation se pensent et se construisent sur le long terme et en collaboration. On le sait, le développement et l'émergence de l'Europe que nous connaissons aujourd'hui a été le fruit d'une nécessité, enfin en finir avec les guerres du XXe siècle et bâtir une union économique basée sur la démocratie. À l'époque, la science n'était pas au centre des débats ou des priorités, mais très vite, des pionniers se sont réunis afin de développer, de relancer la recherche scientifique européenne. On peut citer le CERN, qui fut créé au début des années 50, avant même que le traité de Rome ne fût signé. L'Institut Low-Langevin à Grenoble fut créé en 1967, et l'EMBL, le laboratoire de biologie moléculaire européenne, que j'ai le plaisir de diriger aujourd'hui, en 1974. Des organisations qui sont encore aujourd'hui à l'origine de nombreuses découvertes et avancées scientifiques et qui ont été des exemples à suivre depuis leur création. Il aurait tout de même fallu attendre le début des années 80 pour que l'Union européenne mette en place un programme cadre de financement de la recherche et l'innovation. Son budget était alors de 3,8 milliards.
Le programme actuel étant financé à hauteur de 95 milliards. Tant de chemin parcouru depuis, avec notamment la création du Conseil de recherche européen, les ERC, ou l'ERC, qui est un des meilleurs exemples de la réussite scientifique en Europe. Après seulement 15 ans d'existence, déjà 9 chercheurs financés par l'ERC ont obtenu un prix Nobel. C'est un accomplissement exceptionnel et sans précédent qui a des effets bénéfiques dans le monde entier. En 70 ans, la recherche et l'innovation européenne, autrefois secondaires, sont à présent l'une des priorités du dessein européen. En tant qu'introduction à ce colloque, je voulais également mentionner un exemple qui me tient à cœur et qui permet de mettre en exergue la force de l'unité européenne. Il s'agit du partage des données et des connaissances par-delà des frontières, plus communément appelée Open Science. Une pratique qui se démocratise depuis l'avènement de l'ère digitale et que les chercheurs européens soutiennent avec ferveur. Elle est au cœur de la politique de recherche européenne depuis Horizon 2020 et maintenant Horizon Europe. En témoigne la création de l'European Open Science Cloud, pièce maîtresse du développement du partage de données au niveau européen et ayant aussi des aspirations mondiales. Open Science s'applique à toutes nos disciplines, mais la crise sanitaire que nous traversons a souligné à quel point le partage des connaissances a permis des avancées colossales qu'un seul pays n'aurait jamais réalisées, seul dans son coin. En effet, les données ont joué un rôle essentiel dans la compréhension de transmission et d'infection, dans l'identification des cibles médicamenteuses et dans l'évaluation de l'efficacité des vaccins et dans l'identification des symptômes liés à la maladie. Je parle bien sûr de la crise du Covid. Cette crise est en train de transformer le paradigme du partage des données dans le domaine de la santé. Bien gérée, la réponse et le rétablissement de la pandémie propulseront l'Europe dans une position de leader pour le partage des données où notre plus grand défi, la collaboration transfrontalière, devient notre plus grande opportunité. J'espère donc que ce colloque sera aussi l'occasion pour vous tous d'échanger sur vos idées et votre recherche, même en dehors de votre discipline de prédilection. C'est un réel plaisir de voir autant de monde en face de nous et non à travers un écran. Comme certains vous le diront sans doute au cours de leur intervention, ce retour à la normale a été rendu possible en grande partie grâce à la recherche et l'innovation européenne. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon colloque qui sera, j'en suis sûre, stimulant et enrichissant. Merci beaucoup.